Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. À 16 ans, Rodolphe décide de quitter l'école. Il va consacrer sa vie à sa passion, les animaux, et à un projet, créer un parc zoologique. Il s'inscrit dans la droite ligne du parc qu'a créé et fondé sa maman, et il va en faire, avec toute la famille Delors, l'un des plus beaux zoos du monde, le parc zoologique de Beauval. Il nous raconte son parcours, son engagement, l'investissement constant pour faire chaque année encore mieux, encore plus exceptionnel. Il nous raconte son engagement, mais aussi l'engagement de Beauval dans la préservation des espèces, de la biodiversité. Bref, il nous partage sa vie, son histoire, qui est juste passionnante. Il était une fois l'homme qui murmurait à l'oreille des pandas. Il était une fois Rodolphe Delors. Nous y voilà, on est reparti pour un nouvel épisode de La Colle. Cette journée, ce jour, aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège et l'avantage d'avoir avec nous Rodolphe Delors. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Rodolphe, tu es aujourd'hui... Alors, le titre exact, c'est quoi ? C'est directeur général ? Président. Président et directeur général ou juste président ? PDG, président-directeur général du Zooparc de Beauval. Merci de m'inviter. Ben, merci à toi parce que on va parler effectivement de Beauval. On n'est pas obligé de dire zoo de Beauval à chaque fois. On va faire court, on va faire Beauval parce que ça reste quand même une très très belle aventure, alors qui est connue de beaucoup, mais on va essayer de comprendre un peu plus l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Parce que à la base, c'est l'histoire de ta maman et de son amour pour les oiseaux qui, d'un petit parc d'oiseaux, va t'amener finalement à diriger un domaine de plus de 35 hectares avec 600 espèces, 800 animaux, 8000 animaux au présent, 1,6 million de visiteurs en 2019. Tout à fait. Plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. 70 millions. Ok, donc tu étais à 30 millions près. Hors d'une année normale oui. En 2019. Ok, 2019. Ouais. Plus de 900 salariés à pleine charge, tout à fait. Dont 2500 emplois induits. Même 1050 salariés en 2020. Il était 2020. Ok, donc ça pèse en gros. Et donc,
on va essayer de comprendre quel a été le chemin justement pour arriver jusque-là. Parce que la première étape, c'est 1977, quand la famille Delors arrive à Beauval. Alors, déjà, pour bien que je comprenne, comment est-ce que vous avez atterri là? Bien, déjà, Beauvaille, c'est histoire de femmes et d'hommes passionnés et histoire de ma maman au départ. Maman qui a fait conservatoire d'art dramatique de Paris, où D'accord. elle a présenté des spectacles de musicaux, et notamment elle a présenté les spectacles de Bobino, où elle présentait Jacques Brel, Georges Brassens et beaucoup d'autres. Elle a Ok. fait conservatoire avec Mireille d'Arc notamment. Oh. Et un jour, maman a gagné pour ma sœur, dans une fête, un salon d'enfance plus précisément, deux petits oiseaux, deux petits becs d'argent. Ce sont des tout petits oiseaux. Mhm. Ma sœur avait 3 ans à l'époque, ça ne l'a pas vraiment passionnée au départ. C'est sœur. ta grande sœur? C'est ma grande sœur. D'accord. Elle a donc gagné ces deux petits oiseaux. Ça n'a pas vraiment passionné ma sœur qui n'avait que 3 ans. Ouais. En revanche, ça a passionné maman. Et dès le lendemain, elle a acheté une grande cage, une grande volière qu'elle a installée dans son appartement. Puis rapidement, elle a acheté d'autres oiseaux. Et au bout de 2 ou 3 ans, elle avait plus de 400 oiseaux dans l'appartement à Paris. Alors, il n'y avait pas d'autruche, ni de femme en rose, C'était ni un de grand pélican. appartement. Mais c'était un très grand appartement, un duplex, quai de la Loire. Pas mal. Et très rapidement, il y avait plus de 400 oiseaux dans l'appartement, dont des grands perroquets, des cacatoès, des aras, des toucans. Et maman a cherché un endroit à la campagne pour installer ces oiseaux. Bah, Donc, du jour au lendemain, elle a un peu quitté le showbiz, totalement quitté le showbiz. Mon père était dans le spectacle également. Il était magicien prestidigitateur sous le nom de Jacques Delors. Il a oui, écrit- ça n'a rien à voir avec Ah, il a écrit l'Européen convaincu. nombreux livres sur la magie. D'accord. Mais il ne faisait pas de magie avec les animaux ni avec les oiseaux. Donc maman a cherché un endroit à la campagne pour installer ses oiseaux. Et en 77, elle vendait son appartement à Paris pour acheter une propriété. Alors, c'est 5 hectares au départ. Aujourd'hui, c'est plus de 100 hectares avec tous les terrains annexes. 100 hectares aujourd'hui. Elle achetait 5 hectares et en 1980, elle ouvrait un tout petit parc d'oiseaux avec quelques centaines d'oiseaux quand même, avec 2 ou 3 salariés, qu'elle a dirigé seule jusqu'en 1988. Et c'était jusqu'en 1988, elle ne recevait que 40 000 visiteurs avec 3 ou 4 salariés. Et moi, pendant ce temps-là, j'essayais d'aller à l'école. Ouais, t'avais quel âge, toi? J'avais, En 77, t'avais quel âge? En 77, j'avais 6 ans. D'accord, donc tout petit. Donc après, j'essayais d'aller à l'école. Mais je dis bien j'essayais, parce que j'y allais pas beaucoup. Parce que tout ce qui m'intéressait, c'était les animaux. C'était les poissons. D'accord. Donc à 10 ans, j'avais plein de poissons dans ma chambre, chez moi, des poissons exotiques. Puis rapidement, je me suis mis à élever des serpents, des tortues, puis les oiseaux. La passion pour les animaux. Puis tu avais l'écosystème autour aussi pour favoriser ça. Exactement. Donc le week-end, je jetais mon cartable bien loin et je m'occupais des animaux et je construisais aussi. J'étais bricoleur, donc je construisais des installations pour les oiseaux. Et donc en 88, j'ai arrêté mes études. Donc, D'accord, tu avais 16 ans. J'avais 16 ans et quelques jours. Donc 16 ans, on peut quitter l'école. C'est égal. C'est égal. Et maman a eu Ouais, courage de me laisser arrêter l'école. J'avais dit. Voilà, donc je suis autodidacte. Je me souviens, j'avais des amis d'enfance. Je leur avais dit, de toute façon, moi, à 16 ans, j'ai arrêté l'école. Et mes amis avaient dit à leurs parents, Rodolphe, il va arrêter l'école à 16 ans. Et leurs parents avaient dit, oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, Rodolphe, il va arrêter l'école à 16 ans. Et puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai arrêté l'école. J'ai fait ce que j'avais. J'ai toujours fait ce que je dis que je vais faire. Et donc j'ai arrêté l'école à 16 ans pour créer le parc zoologique, pour transformer le parc d'oiseaux en parc zoologique. Donc nous recevions 40 000 visiteurs et très vite, nous avons installé les premiers singes. Excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire qu'à 16 ans, tu es quand même hyper mature. Ah oui, mes amis étaient tous beaucoup plus vieux que moi. Oui, tout à fait. Et voilà, j'étais passionné. Je voulais faire quelque chose de ma vie rapidement. J'étais quelqu'un de toujours pressé.
Et voilà, et premier singe et premier fauve, puis rapidement 40, 70 000 visiteurs, puis 100 000 visiteurs, et puis quelques grandes étapes dans la vie de Beauval, notamment en 91, arrivée des tigres blancs. On va y revenir parce que j'ai tout noté. J'ai bien préparé. Ouais, je peux dire, 91, c'est les tigres blancs, voilà, avec les hyènes de Gambie aussi. Voilà. Alors, et tigres blancs, c'était les premiers tigres blancs qui arrivaient en Europe. Nous sommes allés chercher dans un élevage en Floride, près d'Orlando. D'accord. Dès l'année des tigres blancs, nous sommes passés de 100 à 150 000 visiteurs et on a toujours tout réinvesti. Il y a passion, et investissement, et envie de bâtir, et envie de créer. Et surtout envie de protéger les espèces. On va parler des Lamentins, des Manchots, des premiers hôtels, de Beauval Nature. Ah, j'ai tout. J'ai tout noté. Je suis bavard, je ne suis pas obligé de te laisser parler. Il faut que je t'arrête parce que justement, 16 ans, 18 ans, tu te retrouves là-dedans. Déjà aussi, tu dois encadrer les gens. Ouais. Alors, juste et pour la petite histoire, parce que d'aucuns pourraient se dire, OK, c'est facile. C'est que moi, je t'ai vu sur des photos avec des parpaings, quoi. C'est-à-dire que tu as posé les parpaings, tu as construit... au départ, Beauval, ça vient de tes mains, quoi. On travaillait jour et nuit. Moi, j'ai pas eu vraiment d'adolescence normale. Mon adolescence, c'était les animaux, c'était la construction, c'était monter des murs, c'était faire de la maçonnerie, c'était faire de la soudure, faire de la menuiserie, faire de la peinture. Je faisais un peu tout. Tout ça. Je peux vous dire, c'était surtout très très dur au départ, surtout financièrement. Bien évidemment, les banques ne suivaient pas ma mère au début. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Donc, il a fallu convaincre et c'était pas facile. Aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus gentilles. Alors, oui. Et en plus de ça, en termes d'état d'esprit, je pense que tu n'as pas changé du tout parce que, on voit régulièrement Beauval dans des émissions télé, etc. Et il y en avait une notamment qui était consacrée au dôme que vous avez construit en 2020, enfin finalisé en tout cas en 2020. Et moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que, alors, on te voyait en train de faire le conducteur de travaux en plein dans le dôme quand ils installaient une énorme vitre pour faire l'aquarium. Et puis derrière, on te voit 2 minutes plus tard, tu es en combinaison de plongée, tu portes un lamentin et puis tu as tes équipes avec les treuils dans tous les sens. Donc, tu n'es pas... ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas un PDG hors sol, c'est-à-dire que tu as les 2 pieds dedans, vraiment. Mais c'est ça qui est amusant. Déjà, moi, je suis un bâtisseur, donc imaginer des projets pour le bien-être de nos animaux, de nos collaborateurs, pour émerveiller, faire rêver notre public le temps d'un week-end, c'est génial. Mais surtout, réaliser ces projets et concrétiser et mettre les mains dedans. Je crois que pour diriger des équipes, il faut savoir le faire soi-même. C'est comme ça qu'on est mieux respecté. C'est-à-dire que l'exemplarité, pour toi, c'est important. Exactement, j'ai commencé dès les débuts en maçonnerie, je m'occupais des animaux le matin, je faisais des travaux l'après-midi, j'ai tout fait, c'était jour et nuit, jusqu'à pas d'heure. Et c'est comme ça, je pense que, d'ailleurs, c'est au niveau de nos équipes, les plus anciens se souviennent de cette période, donc ils sont encore plus respectueux et ils transmettent leurs souvenirs aux plus jeunes et aux nouveaux. C'est-à-dire qu'au-delà de toi, qui est là depuis le premier jour, effectivement, tu as des collaborateurs qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. J'en ai un, François, qui a pris sa retraite il y a 1 an, qui a commencé en 1981. J'ai Pascal, un de nos principaux jardiniers, qui a commencé en 82, je crois, à 16 ans, qui est toujours là. Donc nous sommes extrêmement fidèles. C'est-à-dire quand on parle de Beauval comme une affaire de famille, c'est une affaire de famille au sens large du terme, parce que vous avez créé finalement... Beauval, c'est une grande famille et j'ai toujours voulu garder cet esprit familial dans l'entreprise, même si nous avons plus de 1000 salariés en PNT. Je suis très proche de mes collaborateurs, je suis sur le terrain. Les visiteurs me voient souvent parce qu'il y a beaucoup de monde au parking le matin. Ça peut on être peut te croiser dans les... sur le parking, je peux être à piloter l'organisation et arrivée du public, parce que lorsque vous avez beaucoup de monde, eh bien, c'est une organisation. C'est quoi le pic, un pic journalier ?
Oh, ça peut être plus de 20 000 personnes sur une journée. Ouais, Le ça parc est commence. très grand, plus de 40 hectares de visite. On peut me voir au spectacle, on peut me voir aux animations, on peut me voir avec des journalistes dans le parc ou sur des chantiers. Créer un dôme équatorial comme nous l'avons créé l'année dernière, c'est voilà, Ferrier-Plan, je dessine moi-même et projet, et après, avec un architecte yokai, je mets en forme tout ça, et nous travaillons qu'avec des entreprises de notre région, vraiment yokai. Notre menuisier est juste à côté, à 3 km, le plombier aussi. Voilà, nous avons travaillé tissu économique yokai, et pour moi, c'est très important. Oui, ouais, c'est ce qu'on le disait, 2500 emplois induits. Enfin, Ouais, ouais, c'est c'est- une vraie, c'est une vraie synergie. Voilà, Puis enfin, ça s'est renforcé aussi avec le temps, au fur et à mesure où vous grandissiez. C'est-à-dire que la zone d'impact s'est élargie de plus en plus. Enfin, voilà, un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivé sur Orléans, c'est va voir Beauval, il faut que tu causes avec Rodolphe. Enfin voilà, ah bah, t'es devenu t'as un poids aussi économique sur la région. oui, tout à fait. Plus de 1000 salariés, et aussi toutes les entreprises qui tournent. C'est tout un écosystème autour de Beauvais. C'est des centaines, des milliers de chambres d'eau, de gîtes dans les environs. On voit actuellement que nous sommes fermés. Économiquement, pour la région, c'est catastrophique. Tous ceux qui vivent grâce à Beauvais, que ce soit Ouais. les entreprises, les fournisseurs, les restaurants, les hôtels, les campings, les chambres d'hôtes, les gîtes, les particuliers, tous ceux qui... Voilà, c'est toute une économie qui tourne autour de Beauvais. Alors revenons, rembobinons un petit peu. Comment en 91 tu arrives justement à aller chercher des tigres blancs? Parce que tu postes pas un truc, en plus en 91 Internet n'est même pas encore arrivé. Donc Non, il y avait comment les on fait fax, les pour premiers aller... fax en 91. Ouais, des fax. Les premiers fax, les fax à Ouais, rouleau ouais. qui s'effaçaient. Voilà, je m'en souviens, c'était en 91 que j'ai eu le premier fax. Ok. Donc tu as chopé les tigres au fax et au téléphone alors? Exactement. On a su qu'il y avait un éleveur en Floride qui voulait se séparer de jeunes tigres blancs. Nous sommes allés voir, mais après, tout est document administratif. Ouais. Nous avons réussi à faire venir ces tigres blancs. Alors, les tigres blancs, c'est pas, en termes de conservation, une espèce importante à conserver. C'est un peu une anomalie génétique, c'est un manque de mécanisme. Mhm. C'est le contraire de la panthère noire ou jaguar noir. D'accord. La panthère noire, c'est un excès de mélanine, c'est aussi un défaut de la nature. Donc, c'est pas une espèce très intéressante en termes de conservation, mais c'est une curiosité, si on peut dire. Et c'est Ouais. surtout ce qui nous a permis de développer Beauvais à une époque et de faire beaucoup plus après pour la conservation de la biodiversité. Parce que la conservation de notre biodiversité en danger et du monde sauvage, c'est notre priorité, c'est notre raison d'être aujourd'hui. Alors, on reviendra sur les mouvements activistes, etc. Mais aujourd'hui, tous les eaux du monde ne prélèvent pas dans la nature. Non, normalement, ESO, voilà, organisé. Moi, je suis président aussi d'Association nationale des parcs zoologiques français. D'accord. Je représente plus de 100 parcs zoologiques, 22 millions de visiteurs, plus de 100 000 animaux. Ça pèse. Puis, nous sommes membres de l'Association européenne des eaux. Donc, lorsque l'on fait partie de l'Association française des eaux et de l'Association européenne des eaux, nous avons une éthique très claire. Nous achetons pas, nous vendons pas nos animaux. Nous les échangeons dans le cadre nous respectons des programmes d'élevage internationaux. Il y a des coordinateurs pour Ok. chaque espèce à l'échelon européen. Donc, ce sont les coordinateurs qui organisent les échanges de ces espèces afin de garantir des lignées génétiques pures, afin d'éviter toute consanguinité en parc zoologique. Eh oui. Nous sommes des conservatoires génétiques, des conservatoires d'espèces sur du long terme. Donc, c'est pour ça que nous enlevons toute valeur marchande aux animaux et nous ne les achetons pas, nous ne les vendons pas. Ils ne viennent pas de la nature, ils sont nés dans des parcs zoologiques européens. S'ils viennent de la nature, c'est exceptionnel, c'est pour une question de conservation parfois. Mhm. IUCN nous demande parfois de prélever une espèce dans la nature, ça peut arriver, mais pour la conserver, pour l'élever, pour la reproduire, pour pouvoir et à réintroduire plus tard. Il y a certaines espèces, de nombreuses espèces ont été sauvées grâce aux élevages en captivité, si on peut dire, en parc zoologique et ont pu être réintroduits grâce à ces élevages. Ouais. On y reviendra avec Beauval Nature. Parce que quand même, ça c'est
juste pour le fun, mais tu dois être directeur d'une banque de sperme d'éléphant ou un truc comme ça. Oui, exactement. Je suis propriétaire d'une banque de sperme d'éléphants africains. C'est Et à génial. seuil de banque de sperme d'éléphants au monde. Mais excuse-moi, mais ça, c'est un accomplissement dans une vie. Ah bah mais c'est magnifique. Jamais j'aurais pensé avoir du sperme d'éléphant conservé à moins 190 degrés. Ok. Donc, bon, non, on va pas rentrer là-dedans. C'est passionnant, le sperme d'éléphant. Mais ça l'est. On va revenir dessus à propos de Boval Nature. Donc, on est dans les années 90. Le 17 août 1992, il y a une saisonnière qui arrive. Ah, bien renseigné. Je sais tout. C'est une information publique. Hein. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est sur certains réseaux sociaux, ouais, tout à fait. c'est même sur le Facebook de Boval. Ouais, tout à Puisque fait. cette saisonnière... Ouais, elle aurait arrivé un petit peu avant, mais en fait, c'est 17 août 92 que les choses se sont concrétisées. Ah d'accord, ok. Elle était là Je veux pas depuis quelques semaines. Et bon, donc cette saisonnière est devenue ma femme. Et aussi la maman de mes 3 enfants. Et aussi à grande DRH de Bovail. Voilà, c'est-à-dire que c'est elle qui gère les Elle gère- ressources humaines de Boval. Elle Donc, gère Amy salariés, elle gère aussi les boutiques souvenirs et de nombreux dossiers administratifs. tout ça, en fait, c'est au-delà de la blague. C'est dire l'intrication. Ça se dit? Ouais, ça se dit. Entre ta vie Mhm. et ton entreprise, qui est au-delà même d'une entreprise. Cette entreprise-là, c'est ta vie. Et entreprise, les animaux, c'est ma vie. Donc, c'est ma vie, donc tout est lié. Puis mon épouse est DRH de Bovail. Ma sœur est directrice communication et éducation. Et maman est toujours présidente d'honneur de Bovail. Alors, tu me réponds pas. Comment on fait quand on travaille en famille? Ah, c'est jamais simple. Mais Ouais. c'est jamais simple. Mais je pense que les entreprises familiales aussi sont les plus belles. Avec les inconvénients parfois. Mais C'est-à-dire le soir au dîner, ça peut travailler être en tendu. famille, au dîner, au jour et à nuit, on part Bovail. Mhm. On part Bovail. On a chacun nos secteurs définis. Mais je pense que ça serait compliqué de ne pas travailler ensemble aussi, vu l'implication, vu le temps, vu les contraintes. Les contraintes. C'est ça, c'est que tu y es. Quand physiquement tu es à Boval, on ne tu peut es pas H24, quoi. on ne peut pas vraiment couper. On ne peut pas vraiment couper. Et puis quand on voyage, c'est aussi pour Bovail. Un peu partout dans le monde. Mhm. Je vous rassure, pas pour aller chercher les animaux dans le milieu naturel parce qu'ils sont tous nés en parc zoologique, mais pour aller les voir dans le milieu naturel, aussi pour aller voir des programmes de conservation. Là, je reviens du Congo, une équipe de Bovail repart parce que nous reprenons en gestion une réserve, un centre de conservation et de recherche en plein cœur du Congo. Parfait. Transition parfaite parce qu'en 2009, donc, tu crées Boval Nature. Bovail Nature, oui, dont je suis également La président. fameuse banque de sperme des éléphants. Voilà, entre autres, mais il n'y a pas que il a pas qu'à banque de sperme d'éléphants. C'est une association Bovail Nature qui est adossée à Bovail, financée en partie par Bovail, aussi beaucoup par du mécénat d'entreprise, par des C'est un particuliers. reversement d'1% du chiffre d'affaires. On reverse en plus cette année, en plus de tout ce qu'on versait avant, 1 million en plus, 1% en plus à Bovail Nature cette année de notre chiffre d'affaires. C'est 1,5 million cette année, j'espère 2 millions l'année prochaine, par an, pour financer des programmes de conservation un peu partout sur la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs zoologiques dans le monde, d'Association mondiale et des eaux, sont les 3e financeurs de la conservation in situ avec 350 millions de dollars chaque année pour la conservation de la biodiversité un peu partout sur la planète. Les condors dans les Andes en 2016. Tout à fait. Les gorilles au Gabon en 2019. Il y a des réserves à Djibouti aussi. Alors, ça semble beaucoup. Et en même temps, est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression d'essayer de remplir ou vider l'océan avec une petite cuillère?
Non, je pense que chaque pierre est important pour la conservation de la biodiversité. Je pense on essaie de ralentir l'extinction de notre biodiversité, de la ralentir jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience. Mais on fait du concret. Nous, on agit sur le terrain. Notamment, là, j'ai un bébé condor des Andes, premier qui est né à Beauvais en 2020. Ouais. Le premier qui est né à Beauvais de l'histoire de Beauvais est né en 2020. Il va partir au mois d'avril dans un centre de réintroduction en Argentine, un programme qui est extraordinaire, qu'on soutient depuis des années. Et j'irai moi-même en septembre, lors d'une cérémonie Inca, à libération des condors qui vont être introduits cette année, en 2021. Et donc notre bébé condor, né en 2020, sera réintroduit dans la cordillère des Andes. C'est une cérémonie incroyable, une communication, C'est une pas communion. Tintin et le Temple du Soleil, c'est Ah, mais c'est un peu Rodolphe et le ça. Condor Non, des mais Andes. c'est un peu ça. C'est une communion des Incas avec les dieux. Et c'est un moment précis lors d'un changement de lune. C'est 3 jours de cérémonie pour réintroduire ces condors. génial C'est de vivre extraordinaire. ça. Et là, notamment au Congo, je reprends la gestion d'un parc de 3500 hectares, d'un centre de conservation et de recherche. Et on est en train de mettre une équipe sur place au Congo. C'est un investissement important, un investissement écologique. Et donc, une équipe de Beauvais repart la semaine prochaine. Moi, j'y étais mi-janvier. On est en train de mettre les choses en place. Donc, on a embauché une directrice de programme, une assistante, plusieurs Congolais qui vont travailler avec nous. Voilà, Et tu vois, dans la série Rodolphe est partout, épisode, ça devait être toujours le même reportage d'M6, où on voit, ça doit être au Congo, je pense, avec au Gabon avec des gorilles. Au Gabon, vous relâchez Tout à des fait. gorilles, et tu es à côté de la soigneuse qui est là. Alors elle est juste en pleurs, etc. Mais vivre des choses comme ça, c'est juste fabuleux. Ah ben c'est fabuleux. Je pensais pas vivre ça un jour. Quand le programme d'élevage des gorilles et la Fondation Aspina au Gabon nous a demandé de participer à ce programme de réintroduction de gorilles nés en parc zoologique et que nous avons été sélectionnés et que 2 jeunes femelles gorilles nées à Beauvais ont été sélectionnées pour leur qualité génétique. Nous avons dit oui tout de suite. C'est de 2 femelles gorilles âgées de 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça, parce que les gorilles doivent rester au moins 8 ans avec leurs parents pour apprendre beaucoup de choses. Oui. Donc on les a préparés pendant 2 années. Déjà, nos gorilles ont un mode de vie le plus proche possible de leur milieu naturel, une alimentation le plus proche possible de ce qu'ils vont trouver dans la nature, mais il a fallu les adapter. Il a fallu aussi de nombreux documents administratifs du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture, sur place également, puis entraîner les animaux à monter dans les caisses, etc. Puis un transport lourd, un camion jusqu'à Roissy, un avion d'Air France jusqu'à Libreville au Gabon, puis un avion du président gabonais jusqu'à Franceville, puis un hélicoptère, un Super Puma du président gabonais jusqu'au plateau de Batéké, puis un bateau pour finir, pour réintroduire ces gorilles sur une île au départ, avant qu'ils rejoignent la forêt. Et ces animaux sont suivis en permanence par des scientifiques, par des chercheurs. Donc l'intérêt de la réintroduction de ces gorilles, c'est surtout de protéger toute une réserve de 200 000 hectares. Donc c'est 50 gorilles qui ont été réintroduits. Voilà, c'est 50 gorilles qui ont été réintroduits dans cette région. Et ce n'est pas ces gorilles qui vont sauver la population forcément des gorilles, mais c'est la réintroduction de ces gorilles qui permettent de protéger toute une région et toute une forêt. Donc pour l'instant, c'est 50% d'échecs, mais surtout 50% de réussite, parce que sur ces 2 femelles gorilles, il y en a une quelques mois après qui s'est blessée à une jambe et malheureusement qui a eu une infection et qui est morte d'une septicémie. Donc ça, c'est une grande tristesse, bien sûr. Mais c'est un pays, vous savez, la nature est un pays, la nature est violente, la nature est hostile. Donc, mais c'est 50% de réussite. Et aujourd'hui, cette femelle gorille qui est vivante a été rejointe par un mâle. Elle est certainement gestante et elle va pouvoir fonder une famille dans cette forêt. C'est fabuleux et c'est une région incroyable. Donc, vivre ce genre d'expérience, c'est un luxe, un privilège, et c'est ce qui prouve l'importance des parcs zoologiques dans la conservation de notre biodiversité en danger. Dans la série Les Expériences, à un moment, tu penses que tes enfants vont reprendre le flambeau ou pas ? J'espère.
Mais Ils ont il y a un début de vocation ou pas? Ce sera à eux de choisir. Ouais. Ce sera à eux de choisir. Bon, ouais, même si notre premier métier, c'est la gestion de la biodiversité, c'est les animaux, c'est l'amour des animaux, c'est aussi une grosse entreprise à gérer. Donc mon fils a fait une école de commerce. Pour l'instant, il travaille ailleurs et c'est très bien, et qu'il se fasse son expérience. Ma fille Camille, ça c'est Théo, elle a 25 ans. Ma fille Camille est aussi en école de commerce. Et puis la plus jeune, elle passe son bac. La plus jeune est passionnée par les animaux. Elle a plein d'animaux chez elle. Elle est vraiment passionnée. Donc je pense qu'à eux tous, il y aura moyen. Il y aura moyen, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit la facilité pour eux, et je ne veux pas leur imposer. Alors, grande aventure. Alors, et là, il va falloir me donner le fin mot de l'histoire. Parce que, alors, la finalité, c'est 2012, Wanzi et Wanwan qui arrivent. Donc, les pandas qui arrivent à Beauval. C'est la tarte à la crème. Vrai, je m'en souviens, j'y étais. Ben, je me doute. Mais alors, les quelques mois, voire quelques années avant, parce que pour arriver à ça avec FedEx qui dépose les pandas à la porte du zoo. Et la garde républicaine devant les pandas. Voilà, la totale. Il y a plein de photos, et là aussi. Mais déjà, comment germe l'idée? Ou alors, est-ce que c'est une opportunité qui arrive? Comment dirais-je? C'était rêve de maman. C'était rêve de maman, c'était certainement un aboutissement pour maman. Présenter au public français, à nos visiteurs, le trésor national chinois, mais aussi le symbole de la biodiversité, le symbole de l'animal menacé. C'est le logo du WWF. C'est le logo du WWF, et c'est un symbole extrêmement fort. Donc c'est en présentant des espèces aussi symboliques au public français qu'on peut sensibiliser le public à leur protection, à la protection de l'environnement. C'est pas, on élève des espèces de grenouilles qui sont beaucoup plus menacées finalement que pandas. Mais je pense que pour sensibiliser, pour émouvoir le public, il faut des espèces symboliques comme les gorilles par exemple, comme les girafes, comme les rhinocéros. Mais le panda géant, c'était le must, si on peut dire. Donc 8 ans de négociations au plus haut niveau. C'est-à-dire 8 ans entre le début de quelque chose et les pandas qui arrivent. 8 ans avant leur arrivée, entre l'idée, entre les premières négociations avec l'Association chinoise des eaux, le centre d'élevage et de recherche de Chengdu, les premières discussions avec les politiques de plus haut niveau, avec le cabinet de Jacques Chirac. Oui, parce que là, on parle de la diplomatie des pandas en plus. Exactement. Puis Nicolas Sarkozy qui a pris en main le sujet et qui est amené à bout jusqu'à leur arrivée. Et il était temps, c'était le 15 janvier 2012, leur arrivée. Et ça, c'est, voilà, je vous passerai toutes les étapes où je devais signer avec le président Sarkozy en Chine. Et au dernier moment, il y avait un fait qui fait qu'au dernier moment, on ne peut pas signer. Ou avec Nathalie Scomorizet, lorsque j'ai accompagné à Chengdu, lorsqu'elle a été ministre de l'Environnement. Enfin, des étapes, il y en a eu beaucoup, mais nous n'avons jamais haché. Nous avons suivi les courbes, les hauts et les bas diplomatiques entre la France et la Chine, parce que c'est vraiment, ils s'inscrivent dans les relations sino-françaises. Il fallait que le pays français soit vraiment ami de la Chine pour que la Chine prouve sa grande amitié et reconnaissance envers la France. Donc ça nous échappe un peu, on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que tu as des arguments factuels sur le fait que tu peux les accueillir, donner un... Et puis il y a tout ce qui est à côté. C'était un partenariat entre la France et la Chine, entre Beauval et le centre d'élevage de pandas de Chengdu, l'Association chinoise des eaux. Donc il fallait obtenir leur confiance. C'était une collaboration qui s'est inscrite sur du long terme. Et il fallait le Graal suprême, c'est-à-dire l'accord du président Hu Jintao au président Nicolas Sarkozy. Et bon, au final, ça s'est terminé au téléphone entre les deux présidents en décembre 2011, et ils sont arrivés extrêmement vite derrière. En quelques semaines, en moins d'un mois, il fallait trouver un avion, affréter un avion que la compagnie FedEx nous a prêté, décoré, un équipage, la garde républicaine pour les accueillir, avec l'ambassadeur de Chine et tous les politiques, et les accompagner jusqu'à Beauval. Enfin, c'était inimaginable. D'ailleurs, je ne sais pas si
un animal en France, 2 animaux ont été aussi visités par autant de politiques, notamment les 3 derniers présidents sont venus les voir, que ce soit bien évidemment le président Sarkozy plusieurs fois, le président Hollande est venu bien évidemment pour nos 35 ans, et Emmanuel Macron est venu lui-même voir les pandas. Il était déjà venu plusieurs fois à Beauvais par le passé avant d'être ministre ou président, mais Emmanuel Macron est venu avec son épouse qui était déjà venue bien évidemment voir les pandas à Beauvais avant son premier voyage d'État en Chine. Il est venu lorsqu'il a fêté son anniversaire à Chambord le 15 décembre 2017 et il partait en Chine en janvier pour son premier voyage d'État. Et d'ailleurs, j'ai accompagné le président pour son second voyage d'État en novembre 2019. Mais tu vois, enfin, ça c'est un nouvel épisode dans la vie incroyable de Rodolphe Delors. C'est-à-dire que déjà, tu vois passer tous les présidents de la Ve République. Ouais, c'est amusant. Ouais, ça te met un petit coup de pression ou t'as un président qui débarque Je veux dire, quand c'est lors d'un voyage, un déplacement officiel, lorsque la voiture du président... lorsque le président arrive chez soi, à Beauvais, dans son entreprise, avec les motards devant et les motards derrière et les drapeaux français sur le capot, et que le président descend de la voiture, quel qu'il soit, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Ou quand il vient en hélicoptère, ça arrive aussi. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'il vient en privé, comme le président Macron, qui est venu passer un samedi après-midi avec nous, où on a eu l'occasion de visiter toutes les coulisses de Beauvais, où il n'a pu que constater le travail de conservation que l'on faisait, c'est encore autre chose, parce que lorsque c'est un déplacement privé, c'est des moments privilégiés qui sont beaucoup moins codifiés. Voilà, sont des moments incroyables, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que politiquement, les pandas mettent tout le monde d'accord. Ouais, on est d'accord. mais c'est vrai, c'est une vraie force. La Chine en use aussi, bien évidemment. Et c'est vrai que j'ai accompagné le président Macron l'année dernière, je veux dire, c'était au début de novembre 2019. Je partais au Congo. Avec une équipe de Beauvais sur le programme de conservation que l'on reprend, et avec ma fille d'ailleurs, Sacha, qui m'accompagnait, qui venait pour la première fois en Afrique. Et on devait partir le jeudi en Afrique, et le lundi, le cabinet du président de la République m'appelle pour que je parte en Chine en voyage d'État le vendredi. Donc bien évidemment, j'ai rangé les vêtements de brousse. Ma fille est partie avec l'équipe de Beauvais sans moi. J'ai ressorti les costumes, les cravates, et je suis parti avec le président à Shanghai et à Pékin. Ok. Alors, c'est une expérience aussi. Mais j'imagine. Mais à la rigueur, bon, c'est les relations diplomatiques. Mais ce qui fait qu'aussi dans la complexité de ta vie, tu as toute cette partie aussi politique, parce qu'il faut jongler. Alors, avec les pandas, c'est encore plus vrai, mais même avant, avec la région, avec le département, parce que tu es un acteur de ces écosystèmes-là. Donc, voilà, c'est... alors, ça complexifie ou pas, mais en tout cas, ça donne une... Comme je disais, et pandas mettent tout le monde d'accord. Je m'entends très bien avec les politiques locaux ou nationaux, que ce soit le président de département, qui est un ami, président de région également, nos parlementaires, députés, sénateurs, ministres. Nous avons la chance d'avoir aussi deux ministres dans notre département. Donc voilà, et les pandas mettent tout le monde d'accord et tous les partis politiques d'accord. Puis en plus de ça, l'année où tu inaugures la Terre des Lions, donc en 2017, en plus de ça, tu deviens Beauval, pas toi, mais un des rares zoos avec une naissance d'un panda. Tout à fait. Voilà, le premier bébé panda. Wanman, qui est... alors au début, il s'appelle Mini, et on l'appelle Mini Wanzi. Ça, c'était son papa en bébé, le temps qu'un prénom soit trouvé. Et d'après ce qu'on nous dit, c'est le cabinet de la première dame qui a proposé un prénom à Madame Macron. Parce qu'il est de coutume, lorsqu'un bébé panda naît dans un pays, premier bébé panda, que ce soit la première dame du pays, qui soit la marraine. Et d'ailleurs, lorsqu'il est né,
Ça n'a pas été une démarche de Beauval Non, ça n'a pas été. C'est un peu une coutume. Et d'ailleurs, nous étions un peu embêtés parce qu'après, ça avait annoncé, avant même la naissance du bébé, il est né 4 août 2017. Ouais. Et quelle fut ma surprise, matin du 4 août, il est né dans la nuit, il y avait 2 bébés, il y en a un malheureusement qui n'a pas survécu, ce qui est normal dans la nature, il y en a toujours 2 qui naissent et il n'y en a qu'un qui survit, c'est normal. Quelle fut ma surprise, matin vers 10h, je réponds à un numéro de portable qui m'était inconnu, qui n'était pas enregistré dans mon portable, un 06. Je réponds et allô, c'est Monsieur Dehors, oui, c'est Brigitte Macron à l'appareil. On sait que le numéro de Brigitte commence par 06, passe pas par 07. on avance. Je m'arrêterai là. Je garde certains numéros pour moi. Et donc, Madame Macron m'appelle et me dit Monsieur Dehors, je voulais vous féliciter. Quel honneur pour la France qu'un bébé panda soit né cette nuit. Nous avons suivi avec attention cette nuit avec mon mari. Ah oui, votre mari est président de la République, c'est vrai. Ça fait toujours un peu, voilà. Ouais. C'est pas indifférent. Et elle me dit, et je lui dis, mais vous acceptez, madame, d'être marraine? Mais bien évidemment, ce sera avec grand plaisir. Donc je peux annoncer. À ce moment-là, t'es dans la nurserie avec. Alors, honnêtement, oui, j'étais avec la presse. J'avais des journalistes partout. J'aurais pas dit qui j'avais au téléphone parce que bon, au début, je ne savais pas ce que je pouvais dire ou pas. Non, c'est pas au contraire. Mais donc, voilà, on part à un moment et je lui dis, mais madame, je serais très heureux de vous faire visiter Beauval et de vous faire découvrir Beauval. Elle me dit, oh, mais je vais recommencer. Ne vous fatiguez pas. Beauval, nous connaissons très bien, nous adorons. Nous sommes venus très souvent avec mon époux et mes enfants. Ah oui, votre époux, c'est président de la République. Toujours. Voilà, donc je venais régulièrement sur la route des vacances à Beauval. Donc voilà. Et donc après, je lui envoyais par SMS des photos plusieurs fois par semaine. Et le 4 décembre. C'est une marraine attentive, donc. Ah, elle prend des nouvelles. Et donc, le 4 décembre, elle est venue assister, c'était son premier déplacement officiel en tant que première dame. Elle est venue donc pour la cérémonie du nom, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec le ministre des Affaires étrangères chinois, le ministre du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, puis grand ami de la Chine Jean-Pierre Raffarin et d'autres, et tous les élus, les grands élus locaux bien évidemment. Enfin, c'était quelque chose d'exceptionnel le 4 décembre 2017. Et en partant, elle me dit, mais je reviens, nous revenons prochainement avec mon mari et les enfants. Nous avons réservé. Toujours le président. Oui, toujours le président. et puis ils sont en effet le 15 décembre, un samedi, ils sont revenus depuis Chambord. C'était bien. Alors, de ce que j'ai compris du deal de la Chine avec les zoos qui reçoivent des pandas, c'est que normalement, c'est pour un temps fini. C'est 5-10 ans. Voilà, normalement, c'est 10 ans. D'accord. C'est 10 ans. Nous versons chaque année une somme relativement importante pour la protection des forêts en Chine, pour la protection et la conservation des pandas. 10 ans, ça nous amène en 2022. Ça nous amène en décembre 2021. C'est bientôt. Ouais. C'est bientôt. Et alors, c'est la merde, Rodolphe, ou pas? On discute. On discute. Non, mais je veux dire, le bébé déjà doit repartir. Ça, c'est normal. Oui. Il est déjà séparé avec sa maman parce que les pandas sont des animaux solitaires qui vivent seuls. Dans les forêts, ils vivent vraiment très seuls. Donc, le bébé est déjà séparé d'avec sa maman. Il a 3 ans et demi, là. Il a 3 ans et demi, donc il doit, lui, repartir en Chine. Seulement, D'accord. avec le Covid, c'est un petit peu compliqué actuellement. Et très honnêtement, nous espérons, nous sommes en bonne voie pour prolonger le partenariat de 10 ans de plus, nous espérons. Nous sommes en discussion et c'est pour ça que j'ai accompagné le président en novembre 2019. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé au président chinois. Voilà, donc, et les choses avancent dans le bon sens. Ça pourrait être 2 nouveaux pandas? Il y a un renouvellement du... Ceux-là, ils sont très bien chez eux. Donc, ils vont... Voilà, peut-être qu'il y aura eu de nouveaux bébés cette année. On peut toujours espérer. Et pendant un mode de reproduction particulier, c'est 1 fois par an. Et ça dure quelques heures, comme m'avait dit François Hollande. Mais ça doit être intense, alors. C'est sûr. Je lui avais dit, mais vous savez, monsieur le président,
Beaucoup d'hommes politiques aimeraient être photographiés autant que nos pandas. Ouais. Il m'a dit, donc, il faut que je me mette à manger du bambou. Ouais, tu m'étonnes. Je m'étais bien amusé avec François Hollande. Du début à la fin, il vous raconte des blagues. Il a cette réputation. Écoute, je crois qu'il... Non, je m'arrête. Je dis rien, ça va dériver. Mais effectivement, la vie sexuelle des pandas est un... Elle n'est pas intense. Non, elle n'est pas intense. Mais rien d'enviable. Mais ça a fait... quand même, la France a suivi la vie sexuelle de tes pandas pendant des mois et des mois, à savoir est-ce qu'il y avait ou pas. Ah mais oui, c'est hallucinant. Les gens étaient pendus parce que je veux dire, quand ils sont arrivés en France, puis lorsque nous avons présenté la première fois au public, puis lorsque bébé est né, puis lors de la cérémonie du nom, c'était tous les médias français, tous les journaux télévisés. Tu t'attendais à ça, vraiment, à cet impact? À ce point-là, non. À ce point-là, non, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je vais vous dire, quand Wadman est né, les journalistes dormaient sur le parking. Donc c'est une pression aussi énorme parce que c'est aussi les intérêts de la Chine. Oui. Tu as des soigneurs chinois, d'ailleurs. On a eu des soigneurs chinois pendant 2 ans. D'accord. On a eu des soigneurs qui sont venus au moment des accouplements et au moment de la naissance et qui sont restés pendant 6 mois. D'accord. Donc voilà, on est en lien permanent avec la Chine, mais c'est un travail vraiment de collaboration qui a été institué entre Bovail et nos confrères chinois. Alors, on l'a bien vu, et les pandas, c'est un marqueur fort, et ça a été un marqueur fort c'est toujours un marqueur fort de Beauval. Juste l'impact en termes de nombre de visiteurs, ça représente quoi environ? Je veux dire, nous sommes passés de 600 000 à 1 million de visiteurs l'année d'arrivée des pandas, donc c'était colossal. Nous n'avions aucune idée de l'impact, mais surtout nous avons su conserver cette progression et même à consolider parce qu'avant l'arrivée des pandas, déjà 2 ans avant 2008, nous recevions 400 000 visiteurs en 2008. Ouais. En 2010, donc 1 an avant l'arrivée des pandas, nous recevions 600 000 visiteurs. Nous avions construit la zone chinoise pour les pandas sans pandas. C'est-à-dire les parcs, nous avions investi 5 millions pour l'installation des pandas, ce qui était beaucoup à l'époque. Pour il n'y avait pas la certitude qu'ils viennent. Sans aucune certitude. Non, sans aucune certitude. Mais si nous n'avions pas été prêts, ils sont arrivés 1 mois après la signature officielle. Et j'ai fait un retour à Pékin sur la journée, sur 2 jours, pour signer le partenariat avec l'ambassadeur de Chine, de France, etc. Et donc, il n'y avait pas de certitude. Mais il fallait être prêt. Mais j'aime bien les challenges, j'aime bien prendre des risques. Quand on est chef d'entreprise, c'est ça. Ouais. Mais surtout, donc l'année d'avant, 600 000 visiteurs, et à l'arrivée des pandas, 400 000 de plus, 1 million de visiteurs. Mais c'est ce qui nous a permis d'investir beaucoup derrière, d'améliorer toutes nos installations. Ça a été un formidable accélérateur de développement et surtout ce qui nous a permis de soutenir encore plus de programmes de conservation. Ouais. Voilà, ça a métamorphosé la vie de Beauval. Mais déjà, 2 ans avant, nous avions construit premier hôtel en 2008. Enfin non, 3 ans avant, en 2008. Nous avons créé la Destination en 2008, Destination Séjour. Premier hôtel que nous avions construit contre l'avis de beaucoup d'experts, de banquiers qui disaient qu'un hôtel ne serait pas viable à Saint-Aignan. Il n'y a tellement pas viable qu'on a agrandi et que nous en avons construit 3 autres derrière et que nous avons construit le 5e hôtel. D'accord. Donc nous sommes devenus une vraie destination à part entière. Oui, vous êtes un choix de destination. Exactement. Mais ce qui est un tour de force, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Beauval ou Saint-Aignan, excuse-moi, c'est quand même le trou du cul du monde. Donc il faut vraiment qu'il y ait un point d'attraction. C'est 3000 habitants. C'est tout petit. C'est une petite. Je vais me faire allumer. Non, c'est une petite ville, mais voilà, c'est une jolie petite ville. Mais ça nous a permis aussi de. Mais t'imagines, dans une ville de 3000 habitants, tu fais venir 1 600 000 personnes. Mais c'est pour ça que je dis souvent que dans le tourisme, dans le loisir, on ne peut pas faire d'études de marché. Bon, ça sert pas à grand-chose, surtout pour du produit touristique. Parce que qui aurait pu imaginer qu'on puisse recevoir 1 600 000 visiteurs à Saint-Aignan-sur-Cher? J'aurais pas mis un billet. Jamais on serait installé là. Qui aurait pu imaginer que Puy du Fou
reçoit. On fait le même Ouais. nombre d'entrées au Puy du Fou. On se connaît très bien. On est très proche du Puy du Fou. Vous savez que Philippe de Villiers était sous-préfet à Vendôme quand on est arrivé jusqu'en 81. Ah, je savais pas. Voilà, donc on a un peu la même histoire, Ouais. enfin un peu différente, mais voilà, qui aurait pu imaginer que Puy du Fou reçoit autant de visiteurs où ils sont, ou Futuroscope ou autre. Donc il faut créer envie, il faut créer site, faut créer offre. Faut créer offre Ouais. voilà, et c'est ce qu'on a fait, mais on l'a fait Et progressivement. c'est chaque année, tu marques un pas. Ben, Parce que on investit chaque année, on investit à peu près donc 15-20% de notre chiffre d'affaires chaque année. Parce que donc 2 ans après la naissance du bébé panda, déjà, alors pour ceux qui connaîtraient pas, parce qu'il y en a encore, ben voilà, je ne peux que vous inviter à aller visiter, visiter les eaux de Beauval, parce que c'est juste superbe et on passe un moment fabuleux. Mais on parlait de la Terre des Lions tout à l'heure, c'est le Roi Lion, hein, ton truc. Ah C'est-à-dire ouais. que ils ont de l'espace. C'est notre façon de présenter Ion. Nous avions des ions depuis quelques années, depuis 20 ans, dans un enclos qui n'était plus digne et plus au niveau de Beauvais. Donc chaque année, on améliore, on déplace nos animaux. Et là, on a vraiment créé un parc immersif pour nos visiteurs, au milieu des ions, avec énormément de surface, énormément d'enrichissement pour les ions. Et c'est vraiment un environnement que recrée pour le roi des animaux et pour sensibiliser le public à ces animaux extraordinaires. Et alors, à côté de la Terre des Lions, est l'arrivée d'un télécabine. Alors là aussi, je ne sais pas comment est née cette idée. Bah. Mais comment tu... Je sais pas, tu revenais du ski, tu t'es dit, tiens, on va faire un télécabine. Non, j'étais jamais au ski. D'accord, ok. Bon, c'est bien. Une fois en casse de neige, il y a très longtemps. D'accord, ça compte pas. Mais j'y suis allé depuis. Parce que j'étais quand même seul propriétaire d'un télécabine, Ouais. exploiteur de télécabines, sans Un jamais Poma. avoir fait de ski Poma. Voilà. Ouais. Donc tout simplement, nous sommes dans une vallée avec un dénivelé de 50 mètres. Et un jour, en sortant du spectacle d'oiseaux, d'un amphithéâtre, je dis à un de mes collaborateurs, Samuel, je lui dis, écoute, regarde, si on faisait un transport par câble, il faudrait voir si on pouvait tendre 2 câbles et faire, c'est un pari un peu fou, faire passer les cabines. Seulement au milieu, il y avait une ligne à haute tension de 90 millivolts qui passait. Uh-huh. Alors j'ai beaucoup travaillé, on a déplacé cette ligne à haute tension et on l'a enfouie. Le président de la région nous a beaucoup aidés pour ça, le département aussi. Et justement, quand François Hollande est venu, ça nous a permis d'accélérer, je lui en ai parlé, etc. Ça nous a permis d'accélérer les démarches. Donc on a déplacé une ligne à haute tension pour installer ces télécabines. Et puis il y avait une entreprise française, une très belle entreprise qui est une des 2 principales entreprises au monde. Donc Poma, je suis allé voir. Ils ont dû être un peu surpris quand même, non? Oui, mais ça a été Voyons très vite. arriver. Le plan a été dépassé à une haute tension, d'avoir Ouais. tous les accords. Et honnêtement, je suis allé voir 2 fois Poma. La deuxième fois, c'était je leur dis, vous avez préparé les contrats? Ah bah non. Je dis, bah attendez, je vais pas venir 3 fois. Et la deuxième fois, je signais les contrats. Et c'est vrai que ça permet. Et c'est pas un petit investissement, ça en plus. C'est un investissement d'8 millions, mais ça Ça, permet à nos visiteurs de quitter la Chine pour aller vers l'Afrique en quelques minutes. Et ensuite vers le dôme équatorial que nous avons ouvert il y a tout juste un an. Et justement, on y arrive, puisque 2020, c'est le dôme équatorial. Là, c'est 40 millions d'euros sur la table. Exactement. Mais on n'avait pas vu le Covid. Tu- C'était pas dans le business plan. C'était pas dans le business plan. Donc, De toute façon, je fais pas de business plan, ça sert à rien. il se révèle. Tu sais, c'est Napoléon qui disait qu'au premier coup de au premier coup de canon, le plan de bataille est Oui, complètement faux. Donc, voilà. Exactement. Donc c'est un peu l'idée. Mais enfin, quand même, quand tu mets 40 millions d'investissement, tu fais des plans quand même, un peu. Oui, on fait plan de la construction. Mais on va voir les banquiers et voilà, au départ, on n'a pas. Parce que Voilà. là, c'est juste Au pharaonique. départ, ton je suis truc. parti sur un budget de 20 millions, puis j'ai fini à 40. D'accord. Parce qu'on a fait à chaque fois, on essaie de faire plus beau, c'est toujours à la fin qu'on essaie encore d'améliorer en décor, en pente, voilà, on s'est donné les moyens. Donc, tu sais, d'un point de vue juste architectural, Ouais. quand tu es dans le dôme et que tu regardes C'est impressionnant. le ciel, enfin, d'un point de vue esthétique, Ouais. sans parler des animaux ou quoi que ce soit, rien d'un point de vue esthétique et architecture, Ouais. ça, Ouais, ça envoie du lourd. Non, c'est vrai, ça fait 40 mètres de haut. On jouait vraiment qu'on ne se sente pas enfermé.
Je voulais faire une serre à la fois un peu à l'ancienne, c'est-à-dire tout en verre, en double vitrage. Je voulais travailler avec, pour être le plus écologique possible, capter les rayons du soleil pour chauffer, avoir suffisamment d'ouvrants pour pouvoir rafraîchir avec les courants d'air naturels, et puis capter toute eau de pluie dans une grande citerne de 1000 mètres cubes pour pouvoir arroser les plantes à eau de pluie. Donc c'est un et bâtiment surtout, éco-responsable. voilà, c'est le plus éco-responsable que l'on pouvait faire. Et je voulais faire un tour de l'Équateur à nos visiteurs, en commençant par... Puis, Rodolphe, t'as fait ça pour tes potes lamentins, surtout. Exactement. C'était un vrai affect avec les lamentins. Ouais, j'aime beaucoup les lamentins, et puis je les ai élevés depuis... Vous savez, mon premier bassin à lamentins, c'est mammifères très en danger, menacés d'extinction, qui vivent en Amazonie, en Floride ou en Afrique. Ces animaux extraordinaires, j'avais construit moi-même leur bassin en 97, dans la serre des Gorilles. Moi-même, avec 2 ouvriers, j'avais coulé le béton, j'avais posé les vis, j'avais fait l'infiltration, etc. On avait vu naître 7 bébés lamentins, et j'estimais que le bassin n'était plus au niveau de Beauval. Il y avait besoin de rénovation, normal. Donc j'ai voulu leur faire 5, 6, 7 fois plus grand, plus beau, etc. Donc on commence par l'Amérique du Sud, puis on va en Afrique, voir les hippopotames pygmées, les poissons africains. Ouais, pour l'avoir fait, c'est c'est juste... Ensuite, on va On à Madagascar, aux Seychelles, puis on termine par l'Indonésie et la Malaisie. On fait un petit tour de l'Équateur pour montrer à nos visiteurs que les forêts se ressemblent en Amazonie, en Afrique centrale, en Indonésie, en Malaisie, qu'elles sont toutes en danger, toutes menacées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? Alors, tu l'as dit, le business plan n'avait pas prévu le Covid. Non. Donc c'est notre moment Covid Impact. Joyeux anniversaire. C'était nos 40 ans. Ouais. C'est pour donc fêter les 40 ans de Beauval sans visiteurs. Exactement. On n'a même pas inauguré les dômes. Beaucoup pensent on avait inauguré. Non, on a ouvert au public. Oui, bah oui. On a ouvert, mais on n'a pas fait l'inauguration officielle. Il n'y a pas eu de ruban coupé? Non, toujours pas. Ah bah merde. Ah non. Mais on dit souvent qu'une serre tropicale, il faut ouvrir au bout d'1 an quand les plantes ont poussé. C'est le cas. Pourtant, comme je ne suis pas patient, j'avais acheté des très très grandes plantes, des arbres énormes, mais ils ont encore prospéré. Donc on a ouvert le 8 février, on a refermé le 14 mars, on a rouvert le 2 juin. On a refermé le 29 octobre et on espère réouvrir le 6 avril. Okay. On espère. Donc, et sur ces périodes d'ouverture, est-ce que le public était au rendez-vous? Je pense que ça a permis, j'échange très souvent avec le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, avec le gouvernement. Je pense que ça a permis de faire prendre conscience au gouvernement que le tourisme intérieur était important, que le tourisme français était important, qu'il n'y a pas que les touristes étrangers en France. Je veux dire, on est le premier pays touristique mondial, mais on est le 5e en termes de dépenses par touriste sur le territoire français, sur un territoire. Donc, et 67% des dépenses des touristes sont effectuées par des Français qui restent en France. Donc, ça a permis je pense que cette période a permis, on a perdu beaucoup, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires en 2 mois l'année dernière, l'année 2020. Pendant la période de confinement, on a quand même 250 salariés qui travaillent pour entretenir le parc, pour s'occuper des animaux, entretenir les équipements. 400 personnes au chômage partiel, des saisonniers qui ne sont pas recrutés, qu'on recrute au dernier moment et lorsqu'on réouvre, donc ce n'est pas simple. Mais les touristes et Français sont revenus en masse dès la réouverture le 2 juin. On espère que ce sera pareil à la prochaine réouverture. Les Français sont restés en France davantage. Les Français ont redécouvert, en été 2020, ont redécouvert leur France. Et ont dépensé un peu plus sur les territoires français. Je pense que ça sera quelque chose qui va durer dans le temps. Je pense que les Français ça a permis aux Français de redécouvrir la France. Bien évidemment, les Châteaux d'Aouar, par exemple, qui ont une forte clientèle étrangère, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la région parisienne, c'est catastrophique, parce que le tourisme à Paris, c'est le tourisme international. À Beauval, nous avons la chance d'avoir toujours misé sur la clientèle française et la clientèle de Île-de-France qui vient passer un week-end. Donc, nous espérons pouvoir repartir très vite. Pour l'instant, c'est la résilience. Une force de résilience importante. Heureusement que l'État a fait ce qu'il fallait, notamment avec le chômage partiel et autres. Mais ce qu'on aimerait, c'est une visibilité
Donc, on aimerait un message clair de savoir quand on va pouvoir rouvrir et surtout quand les restaurants, les on hôtels est vont tous là, pouvoir ouvrir. Rodolphe. Donc, On aimerait avoir de la visibilité. on a envie d'aller le boire un premier. coup, d'aller déjeuner et dîner au restaurant m'étonnes. et de pouvoir s'embrasser. Y a un truc que j'ai oublié. Alors, je te l'avais dit que quand on s'était rencontrés la première fois, j'avais dit sur LinkedIn que je te rencontrais et ça a provoqué plein de questions. Il y en avait une notamment de quelqu'un qui s'appelle Grégory qui disait que tu avais monté une unité de méthanisation. Ah, mais j'ai toujours été très développement durable, bien avant que ça soit à la mode. Depuis toujours, justement, j'étais toujours avec AEPO, avec qui nous avons un partenariat. Ils me disent, mais comment vous avez fait pour faire changer l'habitude de vos jardiniers, puis utiliser des désherbants d'engrais chimiques? Je dis, mais j'ai toujours fait ça. On a toujours désherbé à la main, on a toujours utilisé du bois broyé, du mulch pour éviter les mauvaises herbes. On a toujours taillé à la main, etc. Et j'ai toujours fait travailler des entreprises locales pour éviter les transports. Donc, l'environnement a toujours été une de mes priorités. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, j'avais entendu qu'on pouvait, avec des déchets, des excréments, faire du carburant, faire du gaz, faire des électricités, d'énergie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement réuni un bureau d'études spécialisé, j'en utilise parfois quand même, et un constructeur. Et nous avons créé notre propre usine à biogaz que nous avons créée, financée et que nous exploitons. Et nous produisons d'électricité, à peu près de quoi chauffer l'énergie de 400 habitations. Et nous revendons l'électricité à ERDF, à RTE pour racheter derrière. Et nous produisons de la chaleur pour chauffer certaines de nos serres, notamment la maison des éléphants. Donc les éléphants font du fumier, ça va dans l'usine à biogaz et ça chauffe leur bâtiment. Mais ça, c'est de l'économie circulaire, exactement, monsieur. Exactement. Et en plus, ça s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire. Des agriculteurs locaux nous amènent leur fumier plutôt qu'à avoir à gérer eux-mêmes. Plutôt que de épandre, de toute façon, l'épandage va devenir de plus en plus compliqué parce que épandre des fumiers frais, azote n'étant pas minéralisé, il va directement dans les nappes phréatiques et il faut réutiliser des engrais chimiques en complément. Tandis qu'après l'action de la méthanisation, ces fumiers sont minéralisés, donc sont directement assimilables par les végétaux. Donc les agriculteurs nous amènent leur fumier et nous redonnons en échange du digestat liquide ou du digestat solide pour enrichir leur culture. Alors, point important, et j'espère que justement tout cet échange-là fera prendre conscience, s'il y avait besoin, aux gens qui nous écoutent, qu'il y a une vraie conscience. Ouais. C'est pas juste j'expose des animaux publics, ou bien au contraire, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une vraie conscience de la responsabilité sociétale. Tout à fait. Et tu es en plein dedans, pour le coup, tu as les deux mains et les deux pieds dedans. Maintenant, vis-à-vis de l'opinion publique, mais surtout vis-à-vis d'associations animalistes, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ou protection de la nature, etc. Vegan extrémistes. Comment on vit ça quand on est le patron du zoo de Beauval? Écoutez, de toute façon, il n'y a pas de sujet pour nous. Les parcs zoologiques sont des maillons de la conservation de notre biodiversité. Nous travaillons avec toutes les plus grandes ONG. Nous sommes reconnus comme indispensables à la conservation par l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc les parcs zoologiques sont indispensables à la conservation de la biodiversité. Après, il y a un retour des Français vers, on parle de bien-être animal, mais nous, on est au-dessus de ça. Et bien-être animal, c'est notre passion, c'est notre raison de vivre, notre raison d'être. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet. Le bien-être animal, c'est notre priorité. Et la conservation de la biodiversité, c'est notre priorité. Après, certaines associations animalistes, antispécistes, qui veulent passer le scarabée pas au niveau de l'homme, mais au-dessus du niveau de l'homme, sont parfois irresponsables. Voudraient que, on les voit aujourd'hui où
Tu as dû gérer des intrusions ou pas? Non, pas du tout, pas du tout, parce nous sommes reconnus comme des gens sérieux, comme des gens qui font bien notre métier. Après, je défends pas 100% des parcs zoologiques. Il y a des parcs zoologiques qui ne devraient plus exister, qui doivent évoluer ou qui font pas bien leur métier, c'est un fait. Nous les combattons. Je pense que les pouvoirs publics ne font pas suffisamment, ne contrôlent pas suffisamment les mauvais établissements. Après, je demande aux associations animalistes ce qu'elles font pour la protection de l'environnement, pour la protection de la biodiversité, ce qu'elles font concrètement sur le terrain. Nous, on ne fait peut-être pas toujours parfaitement, on peut faire des erreurs, mais au moins on essaie d'agir, on essaie d'être utile et avant tout, on essaie de sensibiliser un public extrêmement large. Les parcs zoologiques en France reçoivent 22 millions de visiteurs par an. C'est concret, c'est 22 millions de visiteurs qui ont eu l'occasion d'être sensibilisés à un moment à la protection de l'environnement, à quelque chose. Je veux dire, quelle est l'émotion d'un enfant lorsqu'il croise un lion dans un environnement reconstitué? L'émotion d'un enfant lorsqu'il croise un gorille. Tout le monde n'a pas la chance, comme moi, d'aller voir les gorilles dans la forêt, dans les milieux naturels. Moi, je préfère voir les animaux dans le milieu naturel, c'est ma passion. Mais un milieu naturel, un milieu sauvage, c'est extrêmement hostile, extrêmement difficile. Donc, nos animaux sont tous nés en parc zoologique. Je veux dire, ils s'en occupent le mieux possible. On leur apporte tout ce qu'il leur faut. On a des experts, des soigneurs animaliers, des vétérinaires, des biologistes qui font le mieux pour eux. Voilà, donc nos animaux, on leur apporte tout ce dont ils ont besoin. Donc moi, j'invite ces associations, j'aimerais qu'on travaille tous ensemble pour la protection de notre environnement. Plutôt que de dénoncer des choses, alors il y a des choses à dénoncer, mais plutôt que qu'on travaille tous ensemble pour l'environnement et pour notre biodiversité. Le dialogue pour avancer tous ensemble dans la bonne direction. J'avais encore plein de questions, mais il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes parce que tu enchaînes les rendez-vous, parce que Monsieur Delors est un homme occupé, et ça se comprend. Une question... Je suis bavard aussi. Oh, quand on est passionné, Moi, ça me va bien. Je trouve ça super intéressant. Une question avant d'arriver aux 7 dernières questions. Ouais, je vais essayer d'être rapide. Quand tu es loin de Beauval, qu'est-ce qui te manque? Beauval. On l'a compris parce que tu es par Mons et par Vaux. Beauval, tout simplement. Si j'ai pas des nouvelles en permanence, je téléphone, j'ai besoin d'être informé, d'être au courant de ce qui se passe. Et voilà, je vis, je rêve Beauval. Et donc, je reste en communication en permanence, même en vacances. Alors, Monsieur Rodolphe Delors, les 7 dernières questions. Rodolphe, quel est ton mot préféré? J'y ai pas réfléchi. Et pourtant, je t'avais passé le pré-briefing. Oui, c'est vrai. Mais tu l'as pas. Mais je sais pas. Vision. Vision. Ouais. Après le dôme, là, après les 40 millions, c'est quoi le truc un peu fou? Mais il y en aura plein. On va refaire une entrée sud, on a 2 entrées. On va refaire une entrée extraordinaire qui serait vraiment digne de Beauval. On va refaire un hôtel pour nos visiteurs au milieu de Saint-Aignan. Et puis, on va refaire plein d'aménagements dans le parc. Tout est parti un petit peu. Et puis, la partie les plus anciennes sont en train d'être refaites, rénovées. Et puis, pendant 1 ou 2 ans, on va refaire les dernières parties anciennes. Et puis, on fera encore mieux derrière. Pour le bien-être de nos animaux, de nos collaborateurs et émerveiller notre public. Oh, c'est beau, on dirait du marketing tellement c'est beau. Le mot que tu détestes? Impossible. C'est très napoléonien. Impossible n'est pas français. Le son ou le bruit que tu aimes? Aucune idée. Un joli chant d'oiseau. Ouais. Le son ou le bruit que tu détestes? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Le bruit d'un fusil? Peut-être. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Qu'on utilise le plus souvent? Ouais. Je sais pas. Putain, peut-être. Ouais, c'est un grand classique. Ça va bien, c'est un grand classique. La citation que tu aurais aimé prononcer? Ou une qui te porte ou je sais pas, rien n'est impossible. C'est simple. Ouais, mais... je suis simple. Je Impossible n'est pas français. Ouais, ok. Ouais. Je t'en donne une autre. Rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ouais, c'est ça.
Ah oui, mes devises, c'est ne jamais repousser à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Voilà. Ouais. Ce qui explique que tes projets avancent. Hein. Exactement. Voilà, ne jamais reporter à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Voilà, c'est pas mal. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Que j'ai été utile quelque part pour la protection de l'environnement. Voilà, que j'ai fait un tout petit peu pour la protection du monde sauvage et que nos visiteurs ont appris quelque chose et qu'on a suscité aussi des vocations. Voilà. Puis qu'on a fait vivre, nous avons fait vivre aussi de nombreuses familles. C'est aussi important. Tu n'as pas besoin que je te le confirme, mais je te confirme que tu as apporté ta pierre à l'édifice. On verra à la fin. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La fin de l'histoire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je suis d'accord avec toi. Si on veut te contacter, ou si il y a des futurs saisonniers qui sont dans les starting blocks pour le 6 avril, comment on fait pour te contacter ou contacter Beauval ? On recrute beaucoup, donc et on a du mal à recruter parce qu'il y a un manque de visibilité en ce moment, mais habituellement, c'est toujours compliqué de trouver de la main-d'œuvre, notamment en hôtellerie-restauration. Hôtellerie-restauration, c'est compliqué dans les métiers de service. Mm-hmm. Pour les animaux, on trouve facilement. Il y a beaucoup de passionnés, il y a des écoles pour ça. Donc, sur notre site internet, sur le site emploi, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Tu es sur les réseaux sociaux ou sur les... Moi, non. Toi, non ? Non, je ne veux pas qu'on m'embête. De toute façon, allez, vous pouvez aller suivre le Zoo de Beauval sur Facebook. On a 1 million de fans, je crois, sur bien. Facebook, Twitter. Mais moi, je n'ai aucun réseau social. Je suis libre. Donc, ce sera le dernier mot d'un homme libre. Rodolphe, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. Avec plaisir. C'était une colle passionnante. Donc, un grand merci. Merci à vous. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.